Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous ce matin pour ce webinaire sur les sujets des risques et des crédits. Plus précisément, s'assurer que les décisions des risques et des crédits soient précises avec un accès simplifié aux données. Je me présente, je suis Gisela Sanchez et je suis directrice d'affaires européens et cabinet de conseil au sein de Finance Innovation. Finance Innovation est le cluster de la finance digitale en France. Nous regroupons un écosystème de 600 membres. Et la typologie de nos membres est assez diverse parce qu'on travaille avec au moins 400 startups du secteur de la fintech dans un terme très large, car on a des fintech évidemment du secteur de la banque, de l'assurance, de la gestion d'actifs, de l'immobilier, de la gestion des finances d'entreprise, de la finance verte et aussi de la finance décentralisée. Et ça, c'est d'un côté, mais aussi, nous, on travaille avec les grands acteurs du secteur de la finance, donc les banques, les assureurs, les asset managers de la place, et les cabinets de conseil et d'avocats, les académiques, et toutes ces personnes-là sont parties de notre réseau. Donc, notre objectif est vraiment d'accompagner nos membres, soit start-up, soit grands comptes, soit investisseurs, soit cabinets de conseil, dans l'accélération de leur business, et aussi les aider à trouver les bons partenaires et promouvoir évidemment la recherche et l'innovation dans le secteur de la finance digitale. Pour ce webinaire, nous avons choisi comme sujet de discussion s'assurer que les décisions soient précises, des décisions de risque et de crédit soient précises avec un accès simplifié aux données. Et avant de présenter, avant de faire un petit tour de table avec les panels que nous avons préparés pour vous aujourd'hui, et je vous rappelle sur certains sujets logistiques, donc vous savez à droite de votre écran un chat. N'hésitez pas à poser vos questions. On a prévu d'y répondre à la fin de la séance. Donc l'idée c'est soit très interactif, poser toutes les questions que vous souhaitez. Sachez que la rediffusion sera disponible sur la chaîne YouTube de Finance Innovation dès la fin du webinaire. Bon, voilà. Donc, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir quatre personnes. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Camille Chareux, Head of Data Science chez Algon, Corinne Letty, General Manager South Europe chez Provenir, Sébastien Robert, directeur data chez Floa Bank, Pierre Mata, Country Manager France chez Fordline. Je vous propose maintenant de faire un petit tour. Donc, Camille, est-ce que tu peux te présenter? Oui, ravie d'être ici. Donc, Camille Charot, comme tu disais, donc, je suis la responsable de l'équipe Data Science chez Algon. Donc, Algon, on est une fintech française qui existe depuis 2018 et qui propose des solutions de décision crédit, donc plus particulièrement de credit scoring et d'analyse budgétaire aux établissements crédits et aux acteurs du paiement fractionné ou du BNPL. La particularité des solutions qu'on propose, c'est qu'elles reposent sur les données qu'on appelle des données open banking. Donc, c'est en fait des données bancaires, donc des données de relevé de compte qui sont accessibles depuis 2018 grâce à une directive européenne donc, qui s'appelle la DSP2. Donc, c'est des données transactionnelles qu'on récupère évidemment avec le consentement du client et ça nous permet d'enrichir ces données, de faire des analyses comportementales et de proposer ces solutions aux acteurs du crédit. Merci Camille. Justement, on va discuter de tous ces sujets que tu viens d'évoquer. Très bien. Corinne? Merci, enchantée d'être là. Je suis PDG de Provenir Europe du Sud. On existe comme entreprise depuis 2004 et on offre, si vous voyez bien, j'ai fait un parallèle entre les portiques de détecteurs de métal à l'aéroport. On offre un service qui est en temps réel, qui détecte les impayés. Donc, on passe les demandes pour crédit à nos services qui sont configurables et ils marchent en temps réel. Et on détecte les impayés parmi tous les dossiers qui sont traités. Et cet détecteur des impayés, ça peut marcher à le point d'octroi, mais aussi pendant toute la vie de client. Parce que les circonstances changent. Un client qui est solvable au début pour avoir les choses qui arrivent. Donc, on suit le client tout au long de sa vie de client chez les institutions financières pour avertir sur un problème de paiement.
Donc, nos clients qu'ils utilisent, ils arrivent à améliorer la vitesse avec laquelle ils peuvent prendre des décisions d'octroi jusqu'aux 60 fois plus rapidement avec des décisions qui sont faites en millisecondes. Donc, ça, c'est notre domaine et on travaille en partenariat avec beaucoup de fournisseurs des données parce qu'évidemment, ça fait partie de l'intelligence qui alimente et aussi les choses comme la IA pour que tous ces éléments soient implémentés de la meilleure façon possible. Merci. Merci, Corinne. Pierre, tu nous fais un petit mot? Oui. Donc, Pierre Mata, donc, je suis country manager chez Forthline. Donc, Forthline, donc, c'est une solution néerlandaise, donc une entreprise néerlandaise. Donc, on a des bureaux sur Amsterdam, mais on a également des bureaux sur Barcelone. Donc, nous, ce qu'on fournit, c'est une solution de KYC et d'onboarding, donc à destination des institutions financières, donc aussi bien des néobanques, des néobrokers ou des institutions de crédit. Et donc, la particularité de notre solution, c'est que via une unique API, vous avez une solution qui est conforme sur tout le scope européen et qu'en fait, nous, on fournit donc une solution clé en main qui comprend les différentes briques d'onboarding. Et en plus, on est capable de fournir donc une solution qu'on appelle KYC perpétuel qui permet de couvrir différents use cases du fait que nous sommes le seul fournisseur sur le marché dans le domaine du KYC à être régulé. Donc, on est capable d'utiliser donc la donnée sur différents use cases, par exemple sur des use cases type authentification client, lorsque vous souhaitez vous reconnecter sur votre application bancaire, sans être obligé de passer par le double facteur d'authentification, qui n'est pas forcément la solution la plus safe et secure, parce qu'on peut vous voler, on va dire, votre téléphone pour se connecter à votre application et émettre un virement. C'est plus difficile, on va dire, de vous voler vos données biométriques pour se connecter à votre application. Donc, nous, c'est ce type de solution qu'on essaye de pousser. Et c'est spécifiquement donc lié à notre solution qui est un peu différente des différents acteurs du marché, du fait également qu'on s'occupe que des clients bancaires. Et au jour d'aujourd'hui, on travaille avec des institutions comme N26, des Trade Republic, des Western Union et des Samsung Pay, donc partout en Europe. Et je connais très bien aussi le pendant en fait, du KYC, parce que j'ai travaillé donc, avec Camille chez Algone. Donc, vous avez les deux éléments critiques qui sont l'onboarding et le credit scoring. Donc, je connais un peu quand même le parcours de crédit. Donc, très heureux de participer aujourd'hui à ce webinaire. Merci beaucoup, Pierre. Et Sébastien? Oui, bonjour à tous. Ravi d'être là. Moi, je suis Sébastien. Je suis responsable de la direction data chez Floa. Floa, en quelques mots, on est une fintech, on est essentiellement basé à Bordeaux, on est à peu près 500 personnes, on a des services à la fois qui sont plutôt orientés B2B, donc sur finalement des solutions de paiement qu'on va proposer aux commerçants, aux e-commerçants pour leurs clients finaux, donc du paiement fractionné et ce genre de solutions. Et puis toute une gamme de produits autour de consumer finance, que ce soit sur des crédits, sur des cartes de crédit, des assurances, des petits prêts personnels qu'on va adresser soit en direct, soit via des partenaires, alors soit d'autres fintech comme Lydia, comme Banking, soit des acteurs type Casino, Cdiscount, soit là aussi en direct avec du B2C. Merci beaucoup Sébastien, merci beaucoup à tous les quatre. Donc du coup, alors pour donner un peu les contextes, voilà, vous avez déjà mentionné pas mal des sujets qu'on va discuter là, lors de cette séance. Donc l'idée c'est voilà le titre du webinaire, c'est vraiment comment on utilise la donnée pour prendre des décisions plus rapides, plus efficaces. Pour ça, on va déjà te donner le contexte du crédit en France. Nous allons aussi échanger autour comme Camille disait, la révolution de l'open banking, son impact sur les crédits scoring. Et aussi sur l'expérience utilisateur vis-à-vis d'un nouveau consommateur emprunteur aussi qui veut une réponse plus rapide, pour tout de suite, c'est oui ou non, ça doit être dit presque en termes réels. Et donc, du coup, aussi, on va parler de l'exception française par rapport au crédit bureau, mais c'est vraiment nos experts qui vont nous donner des définitions, comment ça se passe au niveau européen, comment ça se passe en France. Et voilà, c'est le sujet qu'on va évoquer lors de ce webinaire. Donc, du coup,
je commence à peut-être Sébastien. Est-ce que tu peux nous donner un panorama du crédit en France? Ouais. Alors, bon, je regardais la liste des participants, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de connaisseurs. Peut-être rapidement, ce qu'on peut dire, c'est qu'en fait, on a plein de façons de voir finalement le marché du crédit en France. Déjà, au travers des usages, c'est-à-dire est-ce que à quoi va me servir mon crédit? Donc, on va retrouver évidemment les crédits IMO, mais aussi tout un panel autour des crédits conso, que ce soit pour des crédits auto, pour des crédits travaux, mais aussi pour finalement d'autres utilisations, d'autres convenances. On va avoir différents types de crédits. On va avoir du crédit amortissable, du crédit renouvelable. On va avoir des crédits qui vont plutôt être des prêts personnels versus d'autres qui vont être des financements, notamment quand on est dans l'univers B2B. Finalement, je vais utiliser un crédit pour financer un bien, financer un achat, un service. On va avoir aussi un panel d'acteurs qui est assez différent. On va retrouver des acteurs bancaires historiques, du spécialiste du crédit conso. On va retrouver des acteurs avec un ADN un peu à la fois bancaire et retail, comme on peut l'avoir chez Floa. On va retrouver des fintechs internationales qui vont se déployer en France sur ce type de marché, sur ce type de service. On a vu même des acteurs type Apple qui se sont lancés aussi dans ces solutions de paiement fractionné. Et puis, on va retrouver des fintechs françaises, des pure players qui se sont aussi déployés sur cet univers-là. Le crédit, on peut le voir aussi avec la partie crédit B2C, crédit B2B. Alors, c'est vrai que là, on va beaucoup parler de la partie B2C aujourd'hui, mais il y a aussi finalement tout le financement des entreprises de l'économie du B2B. On va aussi pouvoir voir le marché du crédit au travers de la réglementation et de la durée. On va dissocier en fait d'un côté des crédits qui vont être supérieurs à 90 jours et des crédits qui vont être inférieurs à 90 jours, parce qu'on a une réglementation qui est très différente, même s'il y a des directives européennes pour faire évoluer ça. Globalement, on va dire que sur le crédit supérieur à 90 jours, on est sur du crédit réglementé, alors que sur du crédit inférieur à 90 jours, donc notamment tout ce qu'on va retrouver sur le BNPL, on est sur un environnement qui est moins réglementé. Et puis, donc voilà, pas mal de façons différentes de le voir, à la fois sur les usages, les types de crédits, la multiplicité des acteurs, la durée aussi des crédits, la réglementation. Aussi d'avoir en tête que le contexte en ce moment est assez difficile, avec la hausse des taux, mais finalement une hausse des taux d'usure qui n'est pas aussi importante, et donc une baisse importante pour la plupart des acteurs sur les produits nets bancaires. Ça se retrouve dans pas mal de publications dans la presse sur les difficultés qui peuvent être éprouvées par des acteurs français internationaux, sur des valorisations qui sont en baisse, et d'un autre côté la hausse du coût du risque qui justement est là aussi liée au contexte macroéconomique. Donc une équation qui est pas évidente. Tous les acteurs qui cherchent aussi des solutions pour justement essayer d'optimiser un peu ça, et c'est aussi l'occasion de parler justement de l'open banking, puisque finalement l'enjeu numéro 1 sur le crédit, c'est de prêter à quelqu'un qui va rembourser, et donc d'éviter à la fois tout ce qu'on va catégoriser comme de la fraude, mais aussi finalement comme le risque de solvabilité, le surendettement. Sachant que quand on parle de fraude, peut-être dissocié, on va avoir d'un côté des gens qui vont falsifier des documents, mais avec l'intention de rembourser, c'est-à-dire quelqu'un qui a vraiment besoin d'un crédit, mais qui pour l'avoir, va être prêt à falsifier des informations, tout en étant plutôt de bonne foi sur le fait qu'il va vouloir rembourser. Et puis, d'un autre côté, on va avoir des fraudeurs, on va dire professionnels, des réseaux organisés, où là, on a effectivement, dès le départ, aucune intention de rembourser. Donc, on a ces différentes typologies, à la fois sur le risque d'impayé, sur la gestion de la fraude. Et donc, c'est vraiment l'enjeu du scoring, dont on va aussi parler aujourd'hui, à la fois sur la prévision du risque d'impayé et sur la détection de fraude. Donc, peut-être en quelques mots, qu'est-ce que c'est qu'un score? C'est un modèle de prédiction, un algorithme qui va générer une probabilité qu'un événement se produise. Ça peut être, dans notre cas, soit un impayé, ça peut être une fraude. Et donc, on va l'entraîner à partir des données qu'on va avoir à disposition avec des technologies autour de l'IA, du machine learning. Et pour prendre cette décision, en fait, on va avoir besoin d'un maximum d'informations, un maximum de données, tout en essayant de faire en sorte que le client ait à en saisir un minimum, de telle sorte que son parcours soit fluide, soit le plus simple possible avec une bonne UX. Et donc, ça va être à la fois de récupérer les données qui vont être saisies par le client, mais c'est aussi de l'enrichir à la volée avec tout un ensemble d'informations, soit sur de la connaissance client qu'on va avoir nous en interne, de la connaissance client côté partenaire. Ça peut être avec de l'open data et notamment avec de l'open banking dont on va pouvoir reparler aujourd'hui. Sachant que finalement, ce qu'on attend au niveau d'un score, c'est trois choses essentiellement. C'est la rapidité, un temps de réponse qui soit très court. Corinne en parlait, on est sur des enjeux autour de la milliseconde. La simplicité, c'est de faire en sorte que le parcours soit le plus fluide possible pour le client. Moins de données saisies, mais plus de données, on va dire, enrichies.
et puis l'efficacité, à la fois dans la performance du modèle et la performance, on va dire, de l'environnement technique autour de ça. Et donc, c'est ces 3 éléments qui sont constitutifs finalement d'un ce qu'on va appeler un bon score. Et c'est là où toutes les opportunités de l'open banking vont être assez sympas. Merci. Et ça complique encore parce qu'on peut dire que tu as parlé un petit peu des différentes personas, mais une personne réelle peut paraître dans différents rôles. Donc, moi, je peux présenter aujourd'hui pour un crédit B2C et je peux être acceptée. Et demain, je peux me présenter pour un crédit B2B. Pour moi, je suis la même personne, mais je peux être rejetée parce que les conditions sont différentes. Donc, ça complexifie aussi. Donc, ouais, tout à fait. Puis c'est vrai que ça dépend énormément de ce qu'on va chercher à financer. Hein. C'est pas pareil de financer un crédit renouvelable dans lequel on sait qu'on va avoir une durée de vie du contrat qui est très longue versus financer un achat avec des montants qui sont différents pour des services qui sont différents, avec des partenaires différents. Ouais. Et donc, au-delà du client, finalement, il y a tout l'environnement de la demande et le contexte du financement qui sont importants. Ouais. Et j'ai peut-être les attentes qui sont... j'ai une attente parce que j'ai une expérience dans un domaine et quand je change de domaine, j'ai une attente qui vienne, mais ce n'est pas forcément le même processus. C'est peut-être plus long et après, c'est plus complexe. Ouais. Merci tous les deux. Et Camille, peut-être, on a beaucoup parlé de l'open banking. Tu nous as fait déjà une petite introduction au début. Peut-être tu veux nous expliquer cette révolution et comment ça... Et bon, déjà, Sébastien nous a un peu donné la définition des crédits scorés, mais aussi l'impact donc, du coup, de l'open banking dans les crédits scorés. Sébastien a déjà apporté pas mal d'éléments, donc je vais redire certaines choses, mais je vais essayer de compléter un petit peu. L'open banking, ça a été effectivement une révolution pour les prises de décision crédit, et notamment en France, mais également dans d'autres pays, même là où il y a des crédits de bureau. En France, tout particulièrement, ce qui était utilisé jusqu'à présent pour prendre des décisions, en fait, c'était des données déclarées sur des formulaires crédit et surtout des données socio-professionnelles. Donc, quel est votre statut dans le logement, quel est votre statut marital, déclarer vos revenus et vos charges. Et ça, en termes de risque par rapport à des données open banking, ça permettait jusqu'à présent de faire des scores beaucoup moins performants, tout simplement parce que ça permet de déterminer des poches de risque qui sont assez larges. Donc, j'ai les célibataires locataires, j'ai les mariés propriétaires. Donc, ces grosses poches de risque vont avoir différents taux de remboursement. Mais on ne peut pas aller beaucoup plus loin. Des propriétaires mariés, il y a autant de profils financiers et de comportements financiers dans cette poche que de personnes en France. Et du coup, les données open banking, elles vont apporter une granularité de données très fine. Donc, 3 mois de données bancaires, c'est votre historique de transaction, c'est votre historique de solde. Et donc, à partir de ça, on va pouvoir faire des analyses de risque beaucoup plus fines et analyser à la fois le niveau de vie, mais également, finalement, par rapport à ce niveau de vie, mettre en face un comportement budgétaire. Donc, comment je gère mes charges, comment je gère mes dépenses. Et regarder également, par exemple, l'évolution de la trésorerie. Demander un crédit quand on a une trésorerie extrêmement stable ou demander un crédit quand on a une trésorerie qui se dégrade, ce n'est pas la même chose. Donc déjà, ces données open banking, en termes de risque, elles ont apporté énormément. Et la performance des scores, donc Sébastien en parlait, forcément, avec des données plus pertinentes, ça donne des scores beaucoup plus prédictifs. C'est aussi, effectivement, sur la question de la fraude, on a des données qui sont... plus déclarative. Donc, auparavant, sur un formulaire, vous aviez à saisir vos revenus, vos charges, votre situation. Et le déclaratif, ça apporte certains biais. Donc, il y a des erreurs de déclaration de bonne foi. Il y a aussi, comme disait Sébastien, des gens qui vont un petit peu masquer de l'information, changer l'information pour passer les modèles. Donc, il y a typiquement une tendance, quand on est sur du déclaratif, à ne pas déclarer tous les crédits qu'on a en cours. Ça, avec l'open banking, on a au contraire, du coup, une vision exhaustive des revenus et des charges qui sont tout simplement sur vos comptes. Quand vous avez vos comptes, vous avez votre salaire qui tombe, vous avez vos crédits qui sont prélevés, vous avez votre loyer. Et donc, ça permet de réduire ces biais-là et donc de vraiment mesurer votre taux d'endettement, votre reste à vivre de manière très précise. Ça permet... Enfin, du coup, d'un point de vue parcours, d'améliorer l'expérience utilisateur. Donc, on réduit les informations à saisir. Tout est lu directement sur les comptes. Et finalement, au lieu d'avoir un formulaire où on va poser beaucoup de questions,
En 2 clics, vous êtes connecté à vos comptes, vous acceptez de partager vos données. Évidemment, tout ça est fait dans un contexte réglementaire. Donc, la DSP2 encadre tout ça. Il y a évidemment votre consentement qui est demandé. Et donc, typiquement, si vous êtes sur une demande sur mobile, vous pouvez, en 2 clics, vous authentifier sur votre application bancaire. Les données sont sourcées automatiquement donc, depuis votre banque. Donc, il n'y a pas possibilité de modifier ces données de votre côté. Et le scoring et l'analyse budgétaire peuvent être réalisés instantanément avec des algorithmes de machine learning et d'IA. Et ça, c'est un peu gagnant-gagnant parce que c'est gagnant pour nous en tant que consommateurs parce que c'est rapide, je n'ai pas besoin de chercher du numéro relevé de compte pour les derniers 3 mois. Et en tant que banque, comme tu as très bien dit, le fait que les données sont plus sûres, c'est moins facilement falsifié, c'est vraiment gagnant-gagnant. On va revenir rapidement, avant de revenir vers toi, Corinne, sur la partie crédit bureau. Justement, Camille, tu parlais de la partie expérience utilisateur. Sébastien l'a aussi mentionné dans les 3 éléments importants du crédit scoring, donc il faut que ce soit simple. Pierre, est-ce que tu peux nous faire un mot sur aussi l'impact de l'open banking sur toute cette expérience utilisateur, tous ces sujets-là? En fait, je pense que je vais aller un peu au-delà de l'open banking. C'est vrai que le but, de toute façon, que ce soit des solutions open banking ou même on va dire des solutions automatisées d'onboarding, c'est de vraiment fluidifier le parcours. Donc, pour améliorer la détection de la fraude, que ce soit à l'identité ou sur la partie, on va dire, solvabilité, sans trop rigidifier le parcours. Donc, le but vraiment de ces deux solutions, c'est de permettre aux clients de plus facilement, on va dire, réussir à accéder à un crédit ou, dans le cas par exemple, de l'achat d'une voiture, parce que je pense que c'est le parcours où vous avez le plus de ruptures. Parce que la semaine dernière, par exemple, j'ai participé à une table ronde qui était organisée par Finance Innovation. C'est un parcours qui reste principalement, on va dire, digital. Ça veut dire que vous avez une grande parcours qui est physique. C'est-à-dire que vous devez aller choisir votre voiture directement en concession et après faire le parcours soit directement en concession, soit en partie chez vous. Et donc, il y a une énorme rupture et vous avez un gros drop. Donc, si je reprends les 4 pain points qui avaient été mentionnés par les équipes BMW la semaine dernière, donc vous aviez donc cette expérience qui était frictionnelle puisque vous aviez un gros gap entre le choix de la voiture et après l'accord sur le crédit. Vous aviez également du côté BMW donc ce sentiment de perdre un grand nombre d'opportunités, parce que c'est vrai que vous refusez pas mal de gens, que ce soit lors de l'évaluation, on va dire, du crédit, ou après sur la partie plus documentaire, c'est-à-dire la partie onboarding KYC, vous aviez des gens soit qui n'acceptaient pas de lier leur compte, donc c'est le cas sur l'open banking, donc là vous aviez un drop, soit sur la partie, on va dire, un peu plus KYC, vous aviez des gens qui n'arrivaient pas forcément à onboarder tous leurs documents, donc à accepter on va dire, de mettre leurs documents en ligne ou à partager certains types de documents, ou après vous aviez par exemple sur la partie fraude documentaire un certain nombre de documents qui étaient falsifiés. Donc ça, toutes ces solutions vous permettent d'optimiser le parcours tout en détectant plus de fraude et en vous permettant justement d'optimiser, que ce soit du côté opérationnel, donc chez BMW, ou du côté client, la conversion et la qualité de l'onboarding. Donc vraiment, le but là, c'est je pense, au niveau de l'open banking, si on se concentre sur le sujet de l'open banking, c'est plus au niveau éducatif, essayer d'expliquer aux gens que, on va dire, le partage des données open banking reste quelque chose d'assez safe et secure, parce que là, je pense qu'on peut être transparent. Au jour d'aujourd'hui, sur la France spécifiquement, les taux d'adoption de l'open banking restent faibles, assez faibles du moins, par rapport à des pays comme l'Angleterre. Et donc là, l'enjeu, on va dire, sur les prochaines années, c'est vraiment d'éduquer les gens pour qu'ils acceptent plus facilement de partager leurs données. Donc, il y a un travail du côté des fournisseurs de données open banking et aussi du côté d'acteurs comme Algon pour éduquer les gens justement sur cette capacité qu'a l'open banking de favoriser justement l'accès au crédit, justement parce que c'est quelque chose qui permet aussi de permettre à des gens de plus facilement accéder au crédit parce qu'ils n'auraient pas forcément accès au crédit
via un partage d'informations qui serait différent, c'est-à-dire, on va dire, un parcours qui serait classique, et également aussi permettre aux gens de leur expliquer aussi que c'est un moyen plus rapide d'obtenir un accès au crédit. Donc, typiquement, dans le cas d'un parcours comme BMW, vous pouvez accéder directement au crédit et comprendre votre solvabilité en scannant en fait un QR code directement sur une voiture en concession, ce qui vous permet de voir directement avant de sélectionner la voiture que vous avez ou pas cette capacité à sélectionner la voiture. Donc, ça favorise aussi l'achat. Et c'est ça que va permettre l'open banking et c'est ça aussi qui va permettre, après, en aval, le choix, par exemple, d'un fournisseur de KYC qui va être complètement automatisé, qui va vous permettre aussi de fluidifier le parcours pour que les parcours soient entièrement digitaux et pas, on va dire, fragmentés, c'est-à-dire une partie physique, une partie digitale. Donc, permettre vraiment aux clients de pouvoir choisir le moment et l'endroit où il souhaite faire son choix donc, de véhicule en l'espèce. Donc, je pense que c'est cette évolution-là qu'on attend dans les prochaines années. Super, merci Pierre, très clair. Et justement, Corinne, à ce sujet-là, l'open banking est plutôt sur l'exception française. Alors, est-ce que tu peux nous dire un mot sur justement cette exception française, les crédits bureaux? Déjà, commencer par nous expliquer c'est quoi les crédits bureaux, comment ça s'appelle aussi, comment ça se passe au niveau européen, comment si ça existe ou pas dans d'autres pays, et comment l'open banking donne une alternative à la France, mais aussi quelles sont les limites aussi. Oui, donc oui, en fait, France, c'est la grande exception. C'est le seul pays, on peut dire, au monde, je pense, qui a un niveau économique si élevé qui n'a pas un bureau de crédit. Donc, est-ce que tu peux nous rappeler c'est quoi les crédits bureaux, les bureaux de crédit? Donc, les crédits bureaux, ils ont commencé en plusieurs pays. Pour être un repositoire des paiements de crédit que les gens ont pris. Donc, si je prends un crédit à la conso, l'institution financière est tenue de rapporter mes paiements à le bureau de crédit. Et avec ces informations-là, les bureaux de crédit, ils avaient tout un historique sur mes comportements financiers. Donc, c'était possible de voir sur une période assez longue, donc plus longue que 3 mois, si j'ai payé à l'heure, si j'ai payé en retard, si j'avais de retard, c'était sur combien de mois et si j'ai rattrapé après. Donc, j'avais vraiment un caractère financier très complet de chaque personne. En plus que ça, différents bureaux, ils ont différentes données, ça dépend par pays. Donc, les plus complets, c'est que quand on a les données, on dit positives et négatives. Donc, ça veut dire que le bureau, ils ont des informations sur quand je paye, en plus que quand je ne paye pas. Ça peut être alimenté parce qu'évidemment, le gros problème qu'on a avec les bureaux de crédit, c'est que ça centralise les données sur les gens qui ont déjà accès au crédit. Donc, ça devient un peu un système enfermé. Et c'est un des plus grands défis et c'est là où on a parlé, Sébastien a parlé un petit peu de Buy Now, Pay Later. C'est là où ça a un peu commencer à ouvrir un peu les portes en dehors des crédits bureaux parce que c'était une forme de crédit qui s'échappait à ces règles-là. Donc, ça ouvrait les portes aux gens qui n'étaient pas présents dans les bureaux de crédit parce qu'ils étaient en dehors, on peut dire, des normes établies et qu'eux, ils peuvent montrer s'ils avaient la capacité de gérer un crédit ou pas. Donc, maintenant, plusieurs pays, même si petits crédits, sur une période plus petite, sont acceptés dans les bureaux de crédit qui permettent l'univers des personnes d'être élargi. Donc, en France, ce type de structure n'existait pas. Donc, Camille a très bien expliqué comment la France a géré ça. Et même malgré ça, on est arrivé d'avoir les décisions
assez instantané. Mais il faut dire que je pense que les Français ont l'habitude, quand on demande un crédit, on arrive avec un tas de papiers assez haut pour tous les justificatifs, pour justifier les déclaratifs. Donc, d'avoir, et c'est là où on en parlait un peu, il y a plusieurs formes de données. Open banking, c'est sûr, c'est un, parce que ça permet les institutions françaises de remplacer un peu les données qu'ils auront eues par un crédit bureau avec une autre source qui est vraiment une grande valeur pour prendre ce type de décision. Mais Pierre a parlé de choses comme KYC, qui est aussi une autre source de données. Donc, et c'est là où je pense qu'aujourd'hui, la France, même s'ils n'avaient pas eu un bureau de crédit dans le passé, a vraiment un grand avantage d'un peu sauter un peu d'une autre étape. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de sources de données qui sont disponibles, qui permettent de réunir ces données automatiquement. Donc, Sébastien a très bien souligné les points qu'il fallait pour un processus d'octroi qui est fluide et le plus de ces sources de données qu'on peut intégrer pour couvrir toutes les parties de le processus d'octroi, le processus de demande. Le moins de problème, c'est pour moi en tant que demandeur et le plus complet le processus côté institution financière. Donc, c'est vraiment la possibilité, on peut dire, de sauter une étape que peut-être les autres pays européens, ils ont passé par là. Et l'avantage que les données qui sont disponibles aujourd'hui, ils sont très bien adaptés à les nouvelles offres. Donc, ça facilite la rapidité. C'est pas les longs processus manuels qu'on a eu traditionnellement en la France. Et je pense que la France aussi, une des exceptions, c'était avec les technologies qui étaient disponibles, ils en utilisaient très bien. Donc, les choses comme e-signature, c'était mieux adopté en France que dans d'autres pays européens. Donc, on a déjà pas mal de briques et d'ajouter les briques comme Open Banking, comme KYC, comme les fraudes, tout fait avec des API. Ça permettrait la France vraiment je pense, de sauter un pas en avance sur les autres pays qui sont peut-être plus ancrés dans les usages traditionnels avec les crédits bureaux. Je ne sais pas si ça a du sens. Oui. Oui. Est-ce que tu vois les limites aussi? Il y a beaucoup d'avantages, on en a discuté. Mais est-ce que tu vois des limites par rapport à l'open banking? Déjà, on peut voir que 3 mois. On n'a que la visibilité sur 3 mois. Est-ce que tu vois d'autres choses? Je pense qu'il y a tout un tour de discussion par rapport aux 3 mois et Camille peut venir aussi. Parce qu'il faut dire que avec les bureaux de crédit, c'est sûr que je pouvais avoir un historique qui passe par 5 ans, par exemple. Mais est-ce que mon comportement il y a 5 ans, c'est représentatif de ce que je suis aujourd'hui? Donc, est-ce que les derniers 3 mois ne sont pas plus prédictifs que ce que j'étais il y a 5 ans? Donc, Camille, je pense que pour vous, c'est tout ce débat-là. Exactement. Donc, effectivement, en France, aujourd'hui, on est encore limité, entre guillemets, au minimum à 3 mois. Dans la réalité, ce qu'on récupère aujourd'hui par Open Banking en France, ça a tendance à augmenter en termes de profondeur d'historique. Et en fait, c'est une tendance générale qu'on observe dans la plupart des pays qui ont commencé l'Open Banking. Donc, si on regarde le Royaume-Uni, typiquement, ils sont plutôt sur des profondeurs d'historique aujourd'hui qui sont facilement de 12 mois. Donc, la tendance va aller à augmenter cette profondeur d'historique. Et ce qu'on a pu observer, effectivement, c'est que les données Open Banking, effectivement, elles n'ont pas les crédits et les incidents d'il y a 5 ans. Mais par ailleurs, effectivement, le comportement récent, c'est ce qui joue beaucoup sur à la fois pourquoi on demande le crédit, mais également qui nous renseigne sur finalement les revenus récents et sur comment aujourd'hui on gère notre budget. Donc on travaille, même en ce moment on est sur le sujet, on travaille donc sur des logiques hybrides avec des données de crédit de bureau et Open Banking. Donc on aura les conclusions finales dans les mois à venir. En data, en général, ça semble assez logique que plus on a d'informations, plus on va pouvoir prendre des décisions pertinentes.
Oui. Donc, combiner les deux, ça fait sens. Mais l'avantage des données open banking par ailleurs, Corinne le disait, c'est que ça permet d'aller analyser le comportement d'individus qui ont encore eu jamais accès au crédit. Le deuxième avantage que je vois aux données open banking, c'est tout simplement qu'elles sont universelles. Des données de compte bancaire, c'est toujours un historique de transaction avec une date, un montant et une description de l'achat ou du revenu que vous avez reçu. Et ça, c'est quel que soit le pays, UK, France, Allemagne, peu importe, vos données bancaires, elles ont toujours la même structure et le même type d'information. Contrairement à des données de crédit bureau qui vont varier déjà entre pays. Donc, certains pays ont des limites sur ce qui va être renvoyé au crédit bureau. Donc, c'est qu'à partir des crédits d'un certain montant que ça va être renseigné. Mais également, au sein des crédits de bureau d'un même pays, les informations ne vont pas être identiques. Donc, à côté de ça, il y a l'open banking qui vient un petit peu aussi bouleverser cet environnement crédit bureau en apportant des données plus granulaires, plus récentes aussi en général, parce que les données de crédit bureau, il y a des actualisations variées et qui concernent tout le monde. Mais en disant ça, il faut dire que je suis d'accord que le format de relevé de compte, c'est pareil partout en Europe, mais l'intelligence vient quand on peut faire la classification des données. Et ça, c'est vraiment unique par pays. De savoir que Carrefour, Super U sont les magasins de courses et les autres sont d'autres choses. C'est ça qui a vraiment quelque chose de spécifique par pays. Donc, c'est vrai que à la base, c'est pareil, mais il y a vraiment ce niveau d'intelligence qui doit être appliqué pour que les données deviennent plus utiles. Donc, tout à fait. Chez Algone, justement, nous, on travaille, je disais qu'on était une fintech française, mais on ne propose pas nos solutions seulement en France. Aujourd'hui, on est aussi déployé dans d'autres pays, donc par exemple au UK et en Espagne. Et du coup, on a conçu justement les algorithmes d'enrichissement et même notre produit de manière générale pour qu'on puisse reproduire de manière rapide les solutions d'enrichissement dans un pays et dans un autre. Donc, il va y avoir quelques spécificités sur certaines, par exemple, catégories de transactions. Il y a des typologies de revenus qui vont exister en France, mais qui ne vont pas exister ailleurs. Donc, il faut prévoir ça dans les schémas de classification. Mais donc, nous, on a tout un schéma pour répliquer nos solutions. Et ça passe, en fait, en général, la question, c'est plus tellement une question d'algorithme, mais ça passe effectivement par la donnée qu'on va pouvoir avec laquelle on va alimenter les algorithmes pour pouvoir réentraîner, lui faire apprendre que Carrefour en France et Carrefour en Espagne, c'est oui ou non pas la même chose. Et donc, c'est ce que permet la donnée open banking également, d'aller vite dans un nouveau pays. Merci. On a aussi discuté un peu de la fraude. On a mentionné pas mal de ça. Et Pierre, dans quelle mesure vous arrivez, tu arrives chez Fordline, vous arrivez chez Fordline à réduire la fraude? Ça va vraiment dépendre des pays et des use cases, mais en règle générale, par rapport, on va dire, aux standards du marché, on arrive à réduire la fraude d'à peu près 60%. Surtout parce qu'on arrive à automatiser une grande partie du parcours et qu'on a mis en place on va dire une intelligence artificielle qui analyse plus de 200 data points, incluant on va dire des données à la fois structurées, donc des données propriétaires à Forfline. Donc justement, la base de données que je vous avais mentionnée, du fait que nous soyons en fait une institution régulée, nous avons pu constituer notre propre base de données propriétaire, donc qui contient 500 000 fraudeurs, donc avec leurs données biométriques, et on est capable de comparer en fait les data points qu'on obtient durant l'onboarding avec ces données qu'on a déjà dans notre base et pouvoir donner en fait on va dire un avis plus rapide et un avis plus sûr que certains de nos concurrents, par exemple, qui n'auraient pas forcément pu conserver ce type de données et les réutiliser sur de nouveaux use cases. Par exemple, sur un cas concret, nous travaillons avec N26, qui est notre client en Allemagne. Vous, en tant que client, vous essayez de vous onboarder chez N26, donc avec un faux document. On est capable de retourner, par exemple, vers Trade Republic, qui est également notre client en Espagne, et de lui dire que tel ou tel client qui était client chez lui, mais qui à l'époque avait utilisé un vrai document, a aujourd'hui essayé de s'onboarder avec un faux document, sans bien sûr lui mentionner l'origine. Et donc, on est capable très rapidement de bloquer ce client ou de demander à ce client on va dire, de se réauthentifier.
Et donc, ça, c'est un premier mécanisme. Et le second mécanisme qu'on utilise, parce que justement, il faut trouver le bon équilibre entre l'automatisation, donc qui peut être atteint grâce à l'open banking, mais aussi la partie, on va dire, en back-end, qui va rester un peu manuelle. Donc, intervenir après sur ces données et pouvoir manuellement, après, donc avec des analystes, un peu compléter ces informations. Donc, typiquement, effectuer, par exemple, des études OSINT, donc des études open source, donc sur toutes les informations que vous pouvez trouver en ligne. Et donc, nos analyses sont capables, à partir du moment où vous avez des faux positifs, parce que si vous automatisez obligatoirement, vous allez avoir un certain nombre de faux positifs, on est capable d'effectuer des analyses supplémentaires, donc OSINT, et pouvoir réduire donc le nombre de faux positifs et donc éviter à notre client corporate, donc qui pourrait être une entreprise comme Floa, de redemander à ses clients finaux de réeffectuer en fait un onboarding. Donc, ça permet d'augmenter la conversion et aussi réduire également les coûts, par exemple, auprès d'une entreprise comme Floa. Super, merci. Et justement, Sébastien, est-ce que tu peux nous donner, alors, j'avais mentionné qu'on a discuté aussi de ces nouveaux consommateurs, que une réponse aussi tout de suite plus rapide, aussi partie du sujet qu'on a discuté aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des nouvelles lignes qui se dessinent sur ces nouveaux consommateurs emprunteurs? Est-ce qu'il y a des tendances, c'est millénial, c'est un changement de génération? Est-ce que tu vois des nouvelles tendances? Ouais, alors par rapport à tout ça, il y a le premier point, on en a parlé, c'est vraiment l'UX, le parcours, la transformation. Aujourd'hui, il y a encore des blocages par rapport à ça. Pierre en parlait, à la fois l'adoption en fonction des pays. C'est aussi la barrière psychologique qui est de se dire est-ce que je suis prêt à ouvrir mes comptes bancaires? Et ça dépend aussi beaucoup du contexte. C'est-à-dire que dans certains contextes, un parcours qui est communément long, sur lequel il y a beaucoup d'informations qui sont demandées, un client sera beaucoup plus enclin à partager ses données qu'il ne l'est sur un parcours qui est quasi instantané, sur lequel très peu d'informations sont demandées pour aller financer l'achat d'un vélo, par exemple. Donc, il y a vraiment cette première barrière qui dépend du contexte, parce qu'on a tous l'habitude, quand on fait un crédit immobilier, on est bien obligé de demander au courtier, à la banque, de lui donner toutes les informations de toute notre vie. On est moins habitué à le faire quand on veut acheter un vélo. Et donc, c'est quand même le premier point qui est important autour de l'UX. Et après, il y a les blocages, on va dire, qui sont plutôt inhérents et qui, pour le coup, peuvent se surmonter aussi plus facilement. J'ai besoin de me souvenir ma code. Parce que si je veux faire mon parcours, c'est quoi les codes de ma banque, c'est quoi mon identifiant, mon mot de passe. Alors là aussi, il y a des solutions qui sont en train d'émerger avec de l'app-to-app qui fait que si sur mon téléphone, sur mon smartphone, j'ai déjà mon appli bancaire installé, j'ai peut-être pas besoin de remettre mes codes et je vais directement pouvoir utiliser ces informations-là. Donc, ça, c'est cool. C'est des solutions, on va dire, technologiques qui vont permettre de simplifier encore l'UX et le parcours. Mais on voit qu'en termes de transfo, ça reste quand même encore quelque chose qui est pas évident, sur lequel il y a pas mal de déperditions, à la fois encore sur on va dire, cette barrière psychologique qui est hétérogène, qui est différente en fonction du contexte de la demande, du besoin de financement, mais aussi du parcours lui-même, à la fois sur les codes, les problématiques techniques qu'il peut y avoir aussi, qui peuvent être rencontrées. Et ça pose aussi du coup la question de comment je veux l'utiliser. En tant que quand je veux faire mes demandes quand je reçois des demandes de financement, de prêt personnel, est-ce que je veux rendre l'open banking obligatoire? Est-ce que je veux le proposer à certains clients, pas à d'autres? Est-ce que je veux l'utiliser en fin de mon parcours si jamais j'ai besoin d'informations complémentaires? Et en fait, cette stratégie-là, elle est hyper importante parce qu'elle va avoir un impact sur ma transfo. Elle a aussi un impact sur mon biais de sélection. Nous, on l'a observé quand on A/B test, par exemple, des parcours avec et sans open banking. En fonction des financements, sur certains financements, des personnes qui vont opter pour l'open banking, on s'était dit, nous, au début, une personne qui va être OK pour finalement ouvrir l'accès à ses comptes, c'est que finalement, elle va se dire, j'ai rien à cacher, et donc elle va être sur un risque qui est plutôt bon. En fait, c'était intéressant de voir que c'était plutôt contre-intuitif, et on observait plutôt l'inverse, c'est-à-dire que quelqu'un qui va aller pour financer un bien, un produit, avoir un petit prêt personnel, qui va aller jusqu'à finalement ouvrir ses comptes, on a un biais de sélection avec une population finalement à l'arrivée qui est intrinsèquement un peu plus risqué. Donc, vraiment, cette stratégie de comment je l'intègre finalement dans mes parcours, comment je l'utilise, tout en gardant en tête que par rapport au contexte de financement, c'est reçu et perçu de façon très différente par le client. Et c'est pas juste de dire sur tous mes parcours, je déploie l'open banking, c'est obligatoire, c'est facile et j'ai résolu mes problèmes. Donc ça, c'est vraiment le premier point, on va dire, sur la transfo, l'adoption, l'UX. Ensuite, c'est aussi des questions sur la qualité de données, la fiabilité. Ce qu'on se disait, ce qui est hyper cool, c'est qu'on n'est plus sur du déclaratif.
on est sur des données telles qu'elles sont factuellement finalement au niveau de la banque. Par contre, ce qui n'est pas toujours évident, c'est qu'on va avoir des clients qui sont multibancaires, ils vont très bien savoir quelle banque ils vont vouloir agréger et quelle banque ils ne vont pas vouloir agréger. On va être aussi sur de la catégorisation automatique. Ça a tout l'avantage de ne pas avoir, on va dire, l'ingérence manuelle du client pour essayer d'aller modifier certaines informations. Et pour le coup, notamment en termes de fraude, c'est hyper puissant. Mais par contre, parfois, ça rajoute aussi une couche de complexité parce que catégoriser automatiquement à la volée toutes les transactions d'un client, voilà, on travaille avec des partenaires qui font ça. C'est quelque chose qui est assez difficile. Il y a évidemment des transactions qui sont faciles à catégoriser, mais un virement qui arrive 1, 2, 3 fois sur les derniers mois avec des montants qui peuvent être parfois un peu différents, avec un libellé pas clair, est-ce que c'est finalement des parents qui ont donné de l'argent de poche à un enfant pour aller s'acheter, un étudiant pardon, pour aller s'acheter quelque chose? Est-ce que c'est un remboursement entre amis par rapport à un resto? Est-ce que c'est une forme de rémunération? Et donc, voilà, la catégorisation automatique, elle induit aussi un biais sur la qualité de données qu'il faut savoir appréhender, qui n'est pas toujours évidente à gérer. Je dirais que le troisième point à garder en tête, c'est de rester lucide sur le fait que l'open banking ne rend pas une population moins risquée. Une fois que je l'ai dit, c'est évident. Mais c'est un élément qui est très puissant en termes de différenciation, de discrimination. Mais ça ne va pas changer la population que je vais avoir. Et cette population, elle peut être plus ou moins homogène, elle peut être plus ou moins hétérogène. Et ce qu'on a observé, c'est que sur des populations qui sont assez hétérogènes, sur certaines demandes, sur certains contextes, ça marche très bien. Mais il y a aussi des environnements, des contextes, des populations sur lesquels c'est tellement homogène que c'est assez difficile, finalement, même avec de l'open banking, de faire, on va dire, de faire des miracles. Donc, ça peut paraître évident, mais de par pas mal de discussions qu'on a pu avoir, c'est bien de garder en tête que ça reste pas une solution magique et ça rend pas une population moins risquée. Ça va pas dérisquer des demandes. Ce que ça va aider, c'est finalement à prendre une décision qui soit plus éclairée, avoir une meilleure différenciation. Et je dirais que le quatrième point, ce qui est aussi hyper intéressant avec l'open banking, c'est toutes les intuitions qu'on peut avoir, le fait de pouvoir les tester et en fait de se rendre compte qu'il y a plein de choses qui sont contre-intuitives. Je parlais de l'exemple sur le fait de mettre sur un parcours de l'open banking où nous, on s'était dit intuitivement, quelqu'un qui est prêt à aller ouvrir ses comptes bancaires, c'est quelqu'un qui va être probablement intrinsèquement moins risqué. On a observé le contraire. Et on a eu d'autres observations, par exemple en observant les soldes des comptes, soit à l'instant T au moment de la demande, soit en les recalculant dans le passé, où on s'est dit, logiquement, plus le solde est bas, plus c'est risqué, plus il est élevé, moins c'est risqué. Et en fait, ce qu'on a observé, c'est qu'il y a des contre-intuitions autour de ça, parce que finalement, quelqu'un qui va avoir un solde à moins 400 €, c'est quelqu'un qui a un découvert autorisé, finalement, avec sa banque, et qui est finalement pas si risqué que ça. Et en fait, il sera moins risqué que quelqu'un qui a un solde à 40 €. Alors évidemment, quelqu'un qui a un solde à 4 000 € sera là aussi moins risqué, mais finalement, là où on s'attendait peut-être à une courbe continuellement décroissante, en fait, ça fait une sorte de bump avec finalement cette observation qui est de se dire, toute chose égale par ailleurs, quelqu'un qui a un solde à 40 €, en fait, il est peut-être plus risqué que quelqu'un qui a un solde à moins 400 €, ce qui est assez contre-intuitif quand on reçoit une demande de financement. C'est ça qui est aussi assez cool avec l'open banking, c'est vraiment cette capacité à se dire, j'ai un nombre infini d'indicateurs, il y a tellement de données que le nombre d'indicateurs, il est infini, je peux être sur des moyennes, des maximums, des moyennes glissantes à l'instant T, et je peux les tweaker un peu dans tous les sens. Donc, c'est de se dire lesquels je vais vouloir regarder et comment je les teste. Et est-ce que finalement, ça va vérifier des intuitions? Est-ce que ça va aller est-ce qu'au contraire, je vais trouver des choses qui sont contre-intuitives? Est-ce qu'en fait, je vais me dire, cette donnée, je pensais qu'elle allait être hyper discriminante, sauf qu'en fait, elle est tellement corrélée à d'autres qu'elle a un poids qui est assez limité finalement dans la prise de décision. Et ça c'est hyper cool, c'est assez fascinant. Et ça permet de tester, d'itérer et d'essayer justement d'affiner ce pouvoir un peu en termes de différenciation. Mais comme je disais avant, tout en gardant en tête qu'on reste sur une solution qui n'est pas magique, ça ne va pas dérisquer ma population, et avec tous les biais dont on parlait en termes du UX, d'adoption, et donc les biais de sélection que ça peut amener. Ouais. D'accord. Et juste, si je peux revenir sur le premier point qu'a fait Sébastien, je trouve que c'est vraiment intéressant parce qu'on a parlé au début de on peut dire, la science de scoring dans l'idée de détection des risques. Et là, Sébastien a bien ouvert la porte à utiliser, on peut dire, scoring pour gérer un peu plus l'expérience client. Et je pense que c'est intéressant que quand on a plus de données, on peut faire ça pour dire qu'en fonction de risque, on peut diminuer certaines vérifications, on peut augmenter d'autres, on peut demander documents ou pas demander documents, etc. Donc, c'est vraiment, ces nouvelles données nous permettent de vraiment lisser l'expérience à individualiser
pour que c'est adapté à chaque personne qui demande un crédit. Parfait. Alors, donc du coup, Sébastien nous a donné pas mal de tendances. Mais Camille, est-ce que tu peux nous faire un mot sur l'avenir de l'intelligence artificielle et les crédits? Je pense que Sébastien a apporté déjà beaucoup d'informations sur le credit scoring et effectivement les variables qui peuvent être utilisées dans un modèle et comment ça impacte notre capacité à prendre une décision. Donc aujourd'hui, on assiste avant tout à une révolution de la donnée. Donc on passe vraiment de données peu granulaires à des données open banking qui, on l'a rappelé un certain nombre de fois, sont très pertinentes et très discriminantes pour la prise de décision. L'IA, c'est un peu un buzzword, donc c'est un gros mot qui cache différentes réalités. Donc ça va des algorithmes qu'on connaît depuis des dizaines d'années aux algorithmes boîte noire aujourd'hui qui soulèvent des questions. Aujourd'hui, nous, ce qu'on constate, c'est que des algorithmes relativement simples, étant donné la donnée open banking, permettent de faire des choses très, très pertinentes pour la décision crédit. Dans le futur, on sait qu'on pourra probablement plus facilement aller sur des algorithmes un peu plus complexes, tout en gardant en tête que ces décisions automatiques, elles doivent rester explicables. Et donc, ça veut dire aussi développer des outillages spécifiques pour pouvoir aller sur des algorithmes un peu plus boîte noire, pas complètement boîte noire, justement parce que à côté, on va développer des choses qui vont permettre d'expliquer ce qui se passe dans ces algorithmes. Donc, il y a un peu toujours ce compromis entre gagner en performance sur les modèles en allant sur des choses plus complexes, mais être capable d'ouvrir la boîte noire pour dire OK, la décision crédit sur cet individu, elle a été prise parce que le niveau de vie, il était OK, mais par contre, la gestion budgétaire, elle était chaotique, et continuer à garder en tête l'interprétabilité des modèles. Merci Camille. Alors, le temps passe. Je voulais seulement vous poser une question à toutes et à tous sur les défis, les challenges, les défis dans chacun de vos domaines. Donc, quels sont les défis pour chacun d'entre vous? Et Pierre, on commence avec toi. Ouais. C'est vrai que nous, les défis en fait vont être un peu différents, donc qu'on soit côté vendeur ou plutôt côté acheteur. Mais nous, c'est vrai que côté vendeur, le défi va être plutôt. Après, je pense que Sébastien pourra nous le confirmer. C'est plutôt le fait de convaincre en fait le client d'internaliser ou d'externaliser ses solutions. Parce que c'est vrai que on est sur des solutions essentielles et critiques. Donc côté client, donc que ce soit sur la partie scoring ou la partie onboarding. Donc, la plupart du temps, les entreprises comme Floa disposent de leur propre modèle interne, disposent de leur propre architecture, disposent d'un certain nombre d'analystes. Et c'est vrai qu'à partir d'un certain moment, il faut trouver le juste milieu. C'est pour ça qu'en règle générale, on se dirige plus vers des modèles hybrides. Donc, ce qu'actuellement Floa pourrait faire, que ce soit sur la partie KYC ou sur la partie onboarding. Et nous, à terme, ce qu'on souhaite pousser plus, c'est des modèles d'outsourcing complet, donc vers des fournisseurs comme Forfline, capables de permettre en fait à des entreprises comme les institutions de crédit ou les banques de se concentrer sur leur cœur de métier, qui est donc l'acquisition client et pas ou l'onboarding ou le scoring. Merci Pierre. Sébastien, tu veux rebondir? Ouais, parmi les challenges, je pense qu'il y en a, et on les a finalement quasiment tous évoqués. Il y a le sujet on va dire de l'adoption, qui est vraiment de se dire comment j'arrive à faire que cette tendance naissante devienne une tendance de marché. Est-ce que d'ailleurs c'est un produit, un service qui sera adopté largement ou qui restera bien utilisé sur certains use cases et qui aura du mal à percer sur d'autres? Donc vraiment ce premier enjeu autour de l'adoption. Après, il y a le deuxième enjeu, c'est, comme disait Pierre, c'est finalement pour chacune de ces entreprises, est-ce que je vais faire le choix, qu'est-ce que je vais internaliser, qu'est-ce que je vais externaliser? On est sur quand même des solutions qui nécessitent un socle technique, des connaissances en termes de manipulation de la donnée qui sont pas toujours triviales. Et donc, est-ce que je vais choisir de l'externaliser? Est-ce que je vais l'internaliser? Donc ça, c'est chaque entreprise qui pourra faire ce choix, mais qui est, on va dire, lourd de sens dans les deux cas et qui nécessite d'avoir cette prise de recul sur ces sujets. C'est vrai que nous, c'est quelque chose qu'on est parti du principe que
que toute la partie scoring faisait partie de notre cœur de métier, et donc c'était important d'avoir ce savoir-faire en interne. Et voilà, ça a été aussi un projet assez long à mettre en place, tout l'environnement technique et développer les use cases avec les data scientists sur tout ça. Le troisième point qui est aussi de garder la lucidité, qui est de se dire c'est une aide supplémentaire à la décision. Dans certains cas, ça sera bien adopté, dans certains cas, ça le sera peut-être moins. Et sur certaines populations, c'est hyper puissant. Sur d'autres, ça va moins bien marcher parce que le contexte de ma demande, de mon financement fait que ça s'appliquera de façon différente. Donc, c'est de garder aussi cette lucidité, de peut-être pas se dire que c'est la solution à tous mes problèmes. Par contre, c'est un outil qui est très puissant en termes de connaissance client, d'appréhension du risque et de la fraude. Et puis, le quatrième qui est vraiment de se dire, l'enjeu, ça offre tellement d'opportunités, de possibilités, comment je l'utilise, comment je le mets sur mes parcours. Est-ce que ce que je disais, est-ce que c'est obligatoire, est-ce que c'est facultatif, est-ce que c'est en A/B test, est-ce que c'est à la fin de mon parcours, est-ce que c'est hors pêchage, et comment j'exploite ces données, parce que le nombre d'indicateurs est gigantesque. Et donc, c'est de se dire comment j'ai des intuitions, comment je les teste, comment je peux les vérifier. Est-ce que, ouais, ça c'est cool, ça c'est hyper discriminant, j'y avais pas pensé, ou ça, au contraire, je pensais que ça allait être assez intéressant, et en fait, non. Et donc, c'est un peu ce quatrième challenge qui est autour de les opportunités très vastes qui sont offertes, et donc vers comment je m'oriente là-dedans, quels sont les choix que je fais et comment je les utilise. Merci. Camille, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Oui, je peux rebondir sur certaines choses. Alors, l'adoption, elle a été beaucoup citée, et je pense qu'effectivement, c'est un point qui a été un défi, disons, les dernières années, mais qui, j'ai l'impression, d'un point de vue technologique en tout cas, est en train d'être résolu. On a parlé des technologies app-to-app. Les gens s'habituent à aussi partager ce type de données de plus en plus. J'ai surtout l'impression qu'aujourd'hui, la problématique, c'est une problématique de conduite du changement. Donc, Sébastien le disait très bien, il y a toujours des questions de pédagogie, mais sur l'adoption d'open banking, mais qui s'interfacent avec des questions de choix de parcours et de use case. Donc, par exemple, sur des parcours où, effectivement, vous êtes refusé et vous allez être réinclus, donc il y a les biais de sélection que Sébastien citait, ça pose tout un tas de problèmes. Mais la conduite du changement, elle se fait aussi côté finalement établissement prêteur, parce qu'effectivement l'open banking, ça apporte des outils très intéressants pour un peu mieux comprendre sa population, mais en face ça suppose des ajustements en fait des systèmes de décision. Tout simplement, effectivement, il y a des algorithmes de catégorisation qui vont pouvoir gérer certains cas et pas d'autres. Il y a des charges qui jusqu'à présent n'étaient pas forcément déclarées et que là on va pouvoir lire dans les comptes. Donc ça veut dire que ça va aller augmenter les taux d'endettement des individus. Donc ça veut dire qu'il va falloir ajuster ces seuils. Donc tout un tas de considérations à prendre en compte qui finalement vont plus impacter le choix des politiques de risque internes aux établissements qui vont utiliser l'open banking. Donc, je pense que c'est là-dessus qu'il va y avoir du travail dans les mois et les années à venir. Corinne, je vois que tu es d'accord avec pas mal de choses qui ont été dites. Est-ce que tu veux aussi rajouter un dernier mot sur la partie challenge, défi, côté provenir, les liens? Oui, vu que nous, on englobe toutes ces techniques, je fais écho à tout ce qui était déjà dit. Avec, je reviens peut-être particulièrement sur le point de l'environnement technique, parce qu'on a vraiment une tension entre, on peut dire, les banques traditionnelles qui sont plus ancrées encore dans une infrastructure qui a un certain âge, et les néobanques, les nouvelles joueurs dans le marché qui sont beaucoup plus une infrastructure d'aujourd'hui. Et c'est essayer de créer des solutions qui peuvent fonctionner dans les deux mondes. Quelque chose qui est assez ouvert, qui est facile à faire les connexions, les interfaces, pour que ça peut marcher avec une ancienne architecture, mais aussi faire l'usage le plus rapidement possible de les nouvelles données comme Algouan, comme Forthline, pour que même les banques plus traditionnelles peuvent profiter au maximum de ces nouvelles technologies, même s'ils sont encore contraints par l'ancienne qui existe toujours et qui ne va pas disparaître le jour de lendemain. Merci beaucoup. Alors, on a quelques questions. On va essayer, alors, pour l'instant, j'ai
deux questions. Je vais essayer d'aller rapidement. C'est déjà midi. Alors, c'est pour Camille. Bonjour Camille. Est-ce que vous savez des algorithmes que vous conseillerez pour faire du credit scoring? Si vous démarrez, l'algorithme le plus classique et celui qui est utilisé le plus communément, c'est la régression logistique, parce que c'est un algorithme qui a le mérite d'être simple et très explicable. Donc, en général, c'est celui qu'on utilise en benchmark. Après, évidemment, il y a des technologies de machine learning aujourd'hui qui sont plus avancées et qui permettent d'aller plus loin. Mais s'il y a un algo par lequel il faut commencer, c'est celui-ci. Et c'est aussi le plus apprécié de la plupart des acteurs, justement, parce qu'il est bien connu et que son comportement est très prévisible. Parfait, merci Camille pour le conseil. Et j'ai une question pour Sébastien. Vous avez mentionné une limite au score du comportement bancaire sur l'open bancaire en lien avec l'homogénéité de la population. Est-ce que vous pouvez l'illustrer? Oui. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on prend sur deux parcours différents, donc pour des financements différents, des contextes différents, si sur chacun de mes parcours, je travaille un score avec Open Banking et un score sans Open Banking, en fait, je vais voir que la performance de mon modèle avec Open Banking, elle va être plus ou moins marquée par rapport à mon score sans. On peut très bien avoir, enfin nous, ce qu'on a observé, on a des parcours sur lesquels un modèle sans Open Banking et un modèle avec Open Banking, celui avec Open Banking sera beaucoup plus performant que celui sans Open Banking. Par contre, on a aussi vu d'autres parcours sur lesquels finalement les performances elles sont assez limitées. Ça, c'est lié à quoi? C'est lié à la fois à la population que je vais avoir en entrée. Comme je disais, on n'est pas sur quelque chose qui va dérisquer une population. Et en fonction de la typologie de produits de financement que je vais proposer, je vais être sur des niveaux de risque qui sont de façon inhérente très différents. Et parfois, le fait d'utiliser l'open banking va finalement me donner des billes qui sont peut-être trop limitées parce que sur des produits qui sont assez risqués, je peux me dire, ah bah oui, mais telle personne, si je vais regarder finalement par rapport au passé, est-ce qu'elle aurait pu ou pas rembourser, je vais regarder ça je vais essayer de le simuler. Ah oui, mais en fait, ce qu'on va se trouver là, c'est plein de contre-intuitions parce que quelqu'un qui aurait pu rembourser, finalement, il n'a pas besoin de me faire la demande et c'est presque finalement étonnant qu'il fasse la demande. Au contraire, quelqu'un qui avait finalement plus de difficultés, c'est finalement quelqu'un qui aussi sait gérer son budget et va pouvoir rembourser. Donc, il y a un peu toutes ces contre-intuitions-là. Et donc, nous, ce qu'on a observé, c'est qu'en fonction du contexte, d'un modèle avec Open Banking et sans Open Banking, on peut avoir des performances qui sont assez différentes. Et ça dépend aussi des données qu'on a à côté. C'est-à-dire qu'il y a des parcours sur lesquels on était assez pauvre en données. Le fait d'ajouter de l'Open Banking, hyper puissant. Ça apporte plein de choses. Et puis, il y a des parcours sur lesquels on était déjà assez riche en données. On avait une vraie connaissance client côté partenaire. On avait des vraies informations en termes de KYC, en termes d'enrichissement de données. Et finalement, on était déjà sur des choses qui marchaient assez bien. Et le pouvoir supplémentaire en termes discriminatoires, on va dire, de l'open banking est plus limité. Donc, c'était vraiment ça que j'ai essayé d'illustrer, d'expliquer. C'est que la façon dont je vais l'utiliser, là où je vais l'utiliser, pour quel besoin, je vais avoir des performances qui sont assez différentes et donc qui sont importantes de garder en tête. Merci beaucoup. Alors, est-ce que quelqu'un d'entre vous veut rajouter un dernier mot avant qu'on puisse conclure? Un dernier sujet, une dernière chose, un dernier message que vous voulez peut-être faire passer, n'hésitez pas. Pour l'instant, on n'a plus de questions. Donc, si ce n'est pas le cas, je vous remercie infiniment, Camille, Corinne, Pierre, Sébastien. C'était super vraiment d'avoir partagé toutes ces informations avec nous. Il y a plein de merci dans le chat. Et bon, je vous dis à très bientôt et bon après-midi. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.